Cette longue semaine, cette longue journée de cours. Je sais que c'est pas facile, mais je vous remercie grandement d'être là pour accueillir nos intervenants. On reçoit aujourd'hui Co-Create Humanity, qui est une super association qui soutient les travailleurs humanitaires, que ce soit dans leur travail ou dans le retour de leur travail. Je vais laisser nos intervenants se présenter. Merci beaucoup, Tom. Donc, enchantée et merci à tous d'être là ce soir. Je m'appelle Hélène Ross, je suis l'un des 3 cofondateurs de l'association. Salut. Bonsoir à tous, très honoré d'être avec vous, très aimé aussi. Donc, je suis Sébastien, l'un des 3 cofondateurs de l'association. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Gaëlle, je suis membre bénévole de Co-Create Humanity et je fais partie de l'équipe de soutien de pair que l'association a créée. Pour finir la présentation de Gaëlle, c'est aussi une ancienne Bioforce. Donc je suis aussi un ancien Bioforce, je fais partie de Co-Create Humanity où j'essaye de faire du soutien de pair quand les gens sur le terrain ou retour de terrain en ont besoin. Et puis, accessoirement, je suis aussi de temps en temps à Bioforce, puisque je suis trésorier de l'organisation. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais me lever parce qu'être assise, là, ça va compliquer un petit peu. Je vais juste m'écarter un petit peu des slides. Donc, Co-Create Humanity, c'est une association suisse qui est basée à Genève. On est 3 cofondateurs, Sébastien Couturier, Christophe Hensch et moi-même. Et on est tous les 3 issus du Comité international de la Croix-Rouge, donc du CICR. Seul Christophe Hensch y travaille toujours. On peut peut-être aller sur le slide de la biographie. Je te laisse gérer. Vous aurez la présentation à votre disposition. Donc, sur certaines pages, on va aller très vite parce qu'on n'a qu'1 heure et l'essentiel, vous l'aurez de toute façon à travers cette présentation. Donc, on est une association récente puisqu'on s'est créé en août 2019. Et qu'est-ce que fait Co-Create Humanity? C'est une communauté de pairs humanitaires qui soutient les travailleurs humanitaires en souffrance, qui souffrent de stress post-traumatique, de burn-out, de stress. Et on a aussi un rôle de mémoire, un devoir de mémoire. On commémore celles et ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission humanitaire, celles et ceux qui ont été blessés, kidnappés ou qui ont été emprisonnés lors de leur mission. Et on a une pensée particulière ce soir pour Olivier Van de Castille, un ancien de BIOF qui est actuellement détenu en Iran depuis le 24 février 2022. Donc on pense bien à lui. On peut passer sur le prochain slide. Donc là, vous aurez nos biographies. Donc je vais passer très rapidement dessus. Juste pour vous dire que Sébastien a travaillé 18 ans pour le CICR, donc 14 années sur des zones opérationnelles extrêmement sensibles, et qu'il a une grande connaissance du terrain. Et il a aussi une très bonne connaissance du trouble de stress post-traumatique. On vous en parlera tout au long de cette conférence. Et voilà. Et Christophe Hensch, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, c'est le Suisse-allemand du trio. Il est plutôt anglophone. Donc, il travaille toujours pour le CICR. Quant à lui, il a amené au sein de Co-Create Humanity le logo, le nom. En 1996, il a été victime d'un incident de sécurité en Tchétchénie. L'hôpital pour lequel il travaillait a été attaqué par un groupe armé. Et 6 personnes ont été tuées. Il s'est pris une balle et on l'a laissé pour mort. Et voilà, il a eu tout un parcours traumatique. Pour lui, l'organisation ne l'avait pas assez soutenu. Donc, il a écrit quelque chose pour parler de cet incident que vous pourrez retrouver sur notre slide et même sur les réseaux. 20 ans après, Novia Taghi, un appel à prendre soin des humanitaires. Et c'est un petit peu là-dedans, dans ce récit, qui est née l'idée de créer Co-Create Humanity. Donc, pour ma part, je suis lyonnaise, donc une vraie de la Croix-Rousse, mais j'ai immigré en Suisse en 2014 et j'ai travaillé pour le CICR, mais j'ai tout un background logistique. Mon approche du trauma est différente de celle de mes collègues qui ont fait du terrain. Moi, mon terrain, ça a été Lyon, voilà, parce que j'ai souffert pas mal de l'état de stress post-traumatique de mes parents qui ont survécu à un génocide. Donc, on a 3 approches qui sont extrêmement différentes du traumatisme. Et à nous 3, on est très, très complémentaires. Et on a vraiment décidé de créer cette association pour pouvoir, avec nos expériences vécues, aider les collègues qui sont en mission, entre 2 missions, vous, les travailleurs humanitaires de demain, et ceux qui sont à la retraite.
On peut passer sur la prochaine. Donc le contexte, je ne vais pas vous expliquer le terrain, je crois que vous en connaissez tous autant que moi pour être à Bioforce. Par contre, ce que je voudrais surtout dire, c'est que quand on parle d'humanitaire à Co-Create Humanity, on pense au sens large, très large. Bien sûr, on inclut tous nos personnels qu'on recrute localement, qui ne sont pas avec nous ce soir pour la plupart, mais aussi être humanitaire, ce n'est pas seulement une profession, c'est une manière d'être. On sort tous du Covid, et pour moi, l'humanitaire, ça commence par aider son voisin qui ne peut pas aller faire ses courses. C'est un comportement, c'est de l'entraide, c'est tout ça. Et être humanitaire, c'est ça. Les catastrophes naturelles, les conflits, et toutes ces choses violentes qu'on voit dans les médias, il suffit de regarder la télévision. Pour ma part, c'est vrai que mon parcours il est plutôt lié au contexte de guerre. C'est là où j'ai fait toute ma carrière au CICR, pas du tout dans le développement ni dans les catastrophes naturelles. Mais disons que la souffrance, elle est universelle. Que ce soit un bénéficiaire ou que ce soit un travailleur humanitaire, n'importe qui aide ou qui est un tant soit peu concerné par son prochain, on y passe tous. Et contrairement à ce que pensent beaucoup d'organisations, ce n'est pas une faiblesse. On peut en guérir et ça peut devenir une force. Dans le contexte, vous pouvez fouiller un peu sur Internet. Il y a beaucoup de bases de données qui, malheureusement, collectent des données pour expliquer, pour recenser le nombre de morts, de tués, de blessés, comme cette base de données que vous avez là, Edworker Security Report. C'est celle de 2022, mais elle est mise à jour journellement. Et c'est assez terrifiant de constater que malheureusement, les courbes, elles ne sont pas dans le bon sens. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté avant de partir. C'est pour ça qu'on est aussi là ce soir, c'est que la formation est vitale. Les choses peuvent arriver, on ne le souhaite pas, mais si ça arrive, c'est bien d'avoir quelques outils et de savoir vers qui vous pouvez vous tourner quand vous en avez besoin. Donc nos objectifs, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'aider les collègues qui sont en souffrance, qui souffrent de traumatisme, d'épuisement professionnel, donc de burn-out, de stress, dans le secteur de l'aide humanitaire, du secours d'urgence et de l'aide internationale au développement. Et comme je vous le disais, on a aussi donc un devoir de mémoire. On a choisi la date du 17 décembre parce que la date est intimement liée à l'histoire de Christoph Hensch. Le jour où il y a eu l'attaque, c'était le 17 décembre 1996. Et depuis la création de Co-Create Humanity, on organise un événement, un concert, pour se commémorer les collègues qui ont perdu la vie, les collègues qui ont été, comme je vous disais, kidnappés, emprisonnés et qui ont été blessés durant l'exercice de leur mission. Dans notre approche, c'est pour ça qu'on est un petit peu différent de tout ce qui a peut-être été créé individuellement. On favorise pas que la médecine conventionnelle pour la prise en charge des collègues humanitaires, donc c'est-à-dire les thérapeutes, les psychiatres, les médecins généralistes. On a voulu aussi s'ouvrir à la médecine intégrative et aux soins holistiques parce qu'on part du principe que tout individu est unique, tout individu a un trauma qui lui est propre et que chaque trauma a sa voie propre de guérison. Pour nous, c'était essentiel de proposer plusieurs méthodes qui soient complémentaires dans le soin, parce qu'on ne pourra pas proposer une thérapie à quelqu'un qui vit au Rwanda ou au Yémen ou même en Asie. Donc pour nous, c'était absolument vital de sensibiliser aussi les organisations et les travailleurs humanitaires à l'existence de toute cette médecine intégrative qui est extrêmement complémentaire à la médecine conventionnelle. Dans les activités que l'on propose, donc on a bien sûr le soutien de pair à pair. On a recruté tout un groupe, tout un pool. Et on assure ce soutien psychosocial autour d'un café, autour d'un lunch. On fait aussi du coaching, du mentorat. On aide aussi à faire les CV pour certains travailleurs humanitaires qui ont besoin de se reconvertir. Et dans ce qu'on fait dans les événements collectifs, donc on organise ces Humani-Cafés, on essaye de le faire une fois par mois. C'est un petit peu difficile avec l'agenda qu'on a en ce moment, mais on essaye en tout cas d'organiser un maximum de choses où les gens peuvent se retrouver parce qu'on sait que dans le burn-out, dans le stress post-traumatique, on a tendance à s'isoler, à éviter les gens. Donc, de créer des événements par des pairs humanitaires, ça permet aux gens de se resocialiser, de retisser le lien. Avec les partenaires que l'on a, puisqu'on a la chance d'être entouré d'un grand réseau de professionnels de la santé mentale et du bien-être psychosocial,
On organise des webinaires et des ateliers en ligne. Toutes les ressources que l'on a, vous pouvez les trouver sur notre site internet. Donc, on a organisé des webinaires qui parlent de stress post-traumatique, de burn-out, de communication non violente, etc. Tout a été enregistré. La première heure de présentation est toujours enregistrée. Et il y a une deuxième heure qui est très interactive entre l'audience et puis l'intervenant. Et c'est toujours très, très riche de pouvoir partager tout ça. Et depuis 3 ans, en fait, on répertorie à travers le monde tous les professionnels de la santé mentale et du bien-être psychosocial qui ont pour la plupart un background humanitaire et qui peuvent en fait accueillir tous les collègues, toutes organisations confondues, s'ils ont besoin justement d'être pris en charge. On peut passer à la suite. Ici, vous avez une pyramide, simplement pour illustrer où on se situe, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas et ce qu'on ne fait pas. C'est clair qu'on ne prend pas la place des services sociaux, des professionnels. Par contre, on est là pour faire un lien. Le premier lien, c'est entre les gens, et puis ça, entre les gens, c'est de pouvoir oser en parler. Parce qu'il y a quand même un tabou qui est très fort. Alors, je ne sais pas ici à Bioforce, mais en tout cas en Suisse, ça existe encore bel et bien. Et simplement oser dire que ça ne va pas et que peut-être je ne peux pas aller en mission, exclu. Vous faites ça, vous êtes grillé, vous ne repartirez plus jamais. Par contre, de pouvoir parler à un ancien, à un père qui a déjà passé par là, ça permet déjà un peu d'aller mieux, de vider son sac, d'avoir des conseils qui sont indépendants de l'employeur. C'est vous qui prenez qui vous intéresse, c'est pas votre employeur. C'est pour ça qu'on se situe entre la personne et les services sociaux. On n'est pas des pros, on connaît nos limites, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on n'est pas. Par contre, on offre un espace sécurisé. Vous pouvez simplement dire ce qui va, ce qui ne va pas, et on est là pour vous écouter. En aucun cas, on se substitue à des professionnels, mais on part toujours du principe que le meilleur spécialiste de vous-même, c'est vous. Et souvent, simplement en parlant avec les gens, après, libre à vous d'essayer tout ce qui peut vous faire du bien. Et il n'y a pas besoin que l'employeur soit au courant. Souvent, ça y est, c'est pas nécessaire. Donc, comme vous le disait Sébastien en début de session, on englobe vraiment dans un sens large ce que signifie le travailleur humanitaire. Comme il disait, déjà rien que le fait d'aider son prochain, on englobe ça, nous, dans les travailleurs humanitaires. Dans les valeurs que l'on manifeste, on a appelé cette association Co-Create Humanity, parce qu'on part du principe que tout seul, on n'y arrive pas. On a besoin de cette communauté pour avancer. Et vraiment aujourd'hui, d'autant plus après un week-end comme on a passé dans un lieu de retraite là, avec plusieurs organisations, on se rend compte à quel point il est essentiel aujourd'hui d'unir nos forces. Voilà, il n'y a pas que des compétences isolées, il y a des compétences qui doivent se regrouper au sein d'une communauté et faire en sorte que les choses avancent. Et je peux vous assurer que parler de santé mentale, quand on a mis les pieds dans le plat lorsque l'on s'est créé, on n'a pas forcément été bien accueillis. Mais on a fait, ça fait 3 ans qu'on fait les choses, on est toujours bénévole pour cette association, mais on y croit, et on croit surtout à la force de rassembler les compétences de chacun pour faire quelque chose. On parle souvent chez Co-Create Humanity de culture of care, de cette culture de prendre soin qui doit exister au sein des organisations. Vous, les travailleurs humanitaires, les uns avec les autres, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et on espère que cette culture de prendre soin, elle se développera de plus en plus et qu'elle sera même peut-être à un moment donné dans les conventions collectives de nos organisations. On met toujours l'individu au centre de tout. Comme disait Sébastien, quand on accueille un père, on n'est pas là pour lui demander de quelle organisation il fait partie, etc. On n'est pas dans la critique des opérations que peut faire son organisation. On se concentre uniquement sur la personne. Parce que la personne elle-même sait ce qui va lui faire du bien. On a des gens qui reviennent de mission. Avant de nous demander un thérapeute, ils nous demandent un chaman. Oui, on a un chaman, on a des chamans dans notre réseau, on a des sophrologues, on a des énergéticiens, on a des coachs. Donc on s'adapte vraiment aux souhaits de la personne. Et il n'y a donc pas un seul moyen pour guérir, mais il y en a plusieurs, tout est complémentaire. Ça, c'est une petite phrase qu'on aime bien. Les gens sont fondamentalement bons, ils sont fiables, motivés, dignes de confiance, intelligents, jusqu'à preuve du contraire. Et malheureusement, ça nous est arrivé de voir que les gens essayaient parfois de profiter de la situation, etc. Mais voilà. Et autant que possible, on espère que les travailleurs humanitaires pourront travailler sans stress, mais on le sait très bien que humanitaire sans stress, c'est presque incompatible. Mais voilà, en tout cas, on essaye de faire de notre mieux.
Donc le soutien de père, c'est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup manqué, que j'aurais aimé avoir quand j'étais tout seul sur le terrain au fin fond du Tchad à broyer du noir. Et c'est un outil qui est formidable. C'est vraiment quelque chose que de pouvoir appeler quelqu'un, de dire oh, bah, aujourd'hui ça va pas, ou au contraire que ça va. Et puis on sait que ce quelqu'un il va pas vous juger, il va pas nous juger parce qu'il connaît, il a passé avant nous, mais c'est une force immense. Et c'est aussi une chose que, si je peux faire un aparté, on oublie un peu trop souvent de dire merci. Parce que vous êtes des futurs humanitaires, vous allez aller sur le terrain, vous allez vous retrouver dans des endroits qui ne seront pas faciles, qui sait. Mais le simple fait d'y aller, d'être monté dans un avion, d'avoir abandonné vos copains, vos amis, votre famille, le confort qu'on a ici à Lyon, et puis se retrouver dans un pays où c'est pas drôle, bah, c'est déjà pas rien. Et la moindre des choses pour moi, c'est de commencer par dire bah, chapeau, vous y êtes allé, vous faites de votre mieux, vous avez peut-être atteint vos objectifs ou pas, on s'en fout. Vous y avez été, vous avez été allé avec votre cœur, et vous avez fait ce que vous avez pu. C'est un peu ému toujours. Et pour moi, c'est essentiel de ne pas oublier ça et d'oser dire merci. Parce que dans beaucoup d'organisations, on a les champions du monde pour mettre des objectifs, des statistiques, des rapports, des machins, des trucs, puis on oublie qu'il y a les bénéficiaires, oui, il y a aussi des gens qui vont les aider, mais qu'on est tous humains. On a tous la trouille, que ça va pas, qu'il y a des jours avec, qu'il y a des jours sans, c'est normal. Et le but du soutien de pair, c'est d'avoir cette épaule qui est indépendant, qui n'est pas lié à une organisation, mais vous savez que vous pouvez écrire un mail, ou bientôt on aura un numéro de téléphone, enfin on en a déjà. C'est purement des considérations pratiques qui fait qu'on n'a pas de ligne qui fonctionne sans frais supplémentaires entre la Suisse et la France, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, donc on y travaille. Mais en tout cas, nos numéros privés, ils sont disponibles et on sera là pour vous répondre. Mais c'est vraiment ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on fait déjà. On le verra dans la slide suivante. Je crois qu'on peut passer. Ah non, c'est pas celle-là. Ouais, enfin, ça viendra après, vous allez avoir les chiffres. Parce que mine de rien, on a déjà commencé à bosser, je trouve, même de manière très efficace avec tous nos bénévoles. On peut passer. Ouais. Donc, qui fait le soutien de pair? Alors, c'est pas n'importe qui se lève un haut matin et puis qui devient pair supporter. Non. Il y a quand même un processus d'évaluation, de recrutement qu'on a fait. On ne prend pas n'importe qui. Et qu'à voir les deux, là. Donc, non, parce qu'on recherche vraiment des gens qui ont cette capacité d'écoute, de bienveillance, qui sachent de quoi on parle. C'est pas n'importe qui. La connaissance du contexte humanitaire est pour moi très importante. Parce qu'on se retrouve face à n'importe qui, ou qu'il faut lui réexpliquer le terrain, ce que c'est, pourquoi ça ne se passe pas comme à la maison, pourquoi si, pourquoi, je veux dire, c'est terrible. Quelqu'un qui est passé, il vous comprendra. Et tous les gens qui font du pair support, ils doivent aussi connaître leurs limites. C'est très important de savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter, où est-ce que le pair support commence et où est-ce qu'il s'arrête. Parce que dans certains cas, c'est pas du peer support qu'il faut, c'est peut-être un coup de pouce d'un professionnel, quel qu'il soit. Mais il faut être honnête, on ne peut pas sauver les gens. On peut dire, on peut expliquer, on peut accompagner, mais souvent, la meilleure chose qui se passe, c'est que les gens ne sont pas idiots. Ils savent très bien que ça ne va pas, ils savent très bien qu'il y a des cauchemars, ils savent très bien qu'il y a tout un tas de signes qui ne montent pas. Par contre, à qui on peut parler, puis auprès de qui on est prêt à accepter un conseil. Quand c'est un collègue qui vous dit ah bah, tu sais, moi j'y suis passé aussi, ça m'a fait la même chose. T'es pas fou. C'est normal d'être choqué quand tu as vu un truc qui est terrible. C'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où tu as des cauchemars, tu as la tremblote, tu n'oses plus aller au marché, tu dois venir causer à Bioforce et puis tu as le cœur qui fait la chamade. Bah oui, c'est normal. Mais c'est pas de la folie. Mais à qui on peut le dire sans passer pour un idiot? C'est pas évident. Donc c'est vraiment. Ouais, le soutien de pair, on en est là. Je vais juste pour vous dire, parce qu'on ne vous a pas expliqué PSS, ce que ça signifie, vous avez peut-être lu. Donc PSS, c'est Peer Support Specialist. C'est le nom qu'on a décidé de donner à tous ces bénévoles qui nous ont rejoints dans cette initiative que l'on a créée de soutien par les pairs. Et juste pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe, un soutien par les pairs, la personne prend contact avec nous par email à notre adresse info@cocreatehumanity.org ou nous contacte. Souvent aussi, les gens entendent parler de nous de bouche à oreille et parce qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux.
Et on les reçoit tout simplement autour d'un café, autour d'un lunch, on discute, et ça dure entre 2 heures et 4h30, parfois 5 heures. On n'a jamais les yeux rivés sur la montre la première fois qu'on reçoit un collègue, parce qu'on est à un sas de décompression. On est vraiment à un sas de décompression, et la confiance, ça prend du temps. Donc on réexplique qu'on est bien détaché de toutes les organisations qui les emploient, qui sont dans un terrain qui est vraiment neutre, safe, où ils peuvent parler. Donc je peux vous assurer que la première, on a rarement oublié toutes les premières fois où on a reçu un père, et c'est toujours très très émouvant de voir le cheminement qu'ils font. Il y a des personnes que l'on voit une fois pendant 4 heures et ça suffit. On les revoit 8 mois après, c'est plus les mêmes personnes. Et il y a des gens qu'on accompagne depuis 2 ans. Donc c'est en fonction du rythme de chacun, du besoin de chacun. Et c'est très important pour nous d'avoir cette disponibilité. Et dans ce groupe donc, de soutien par les pairs, on a donc 2 anciens de Bioforce. Et on va commencer par Gaëlle Figueira qui va se présenter. Merci. Donc bonsoir à nouveau à toutes et à tous. Donc je m'appelle Gaëlle, j'étais à votre place en 2010-2011. J'ai fait la formation de coordination de projet. J'ai travaillé 8 ans dans le secteur associatif et humanitaire, d'abord comme volontaire pendant 2 ans auprès d'associations locales au Brésil et en Inde. Et ensuite, après la formation à BIOF, je suis partie avec l'ONG Oxfam. Et j'ai travaillé 6 ans sur différents terrains, au Tchad, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Maroc, sur différentes thématiques également, avec différents niveaux de responsabilité et différents postes. Et j'ai eu la chance, je pense, de ne pas avoir travaillé dans des contextes compliqués au niveau, voilà, parfois au Tchad, oui, ça pouvait être compliqué, en Mauritanie également. Mais voilà, je n'ai pas vécu de choc ou de situations qui auraient pu être traumatisantes. Mais mine de rien, en fait, quand on est humanitaire, quand on s'engage pour les autres, on a ce sens en fait de donner soi, de contribuer à améliorer la situation des communautés, des pays dans lesquels on se trouve. Et quand on a parfois un surengagement, on peut avoir aussi cet épuisement professionnel qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Et en fonction de comment on gère ses émotions, comment on gère son stress, comment on gère aussi les relations avec ses collègues, avec les bénéficiaires, avec tous les acteurs qui sont impliqués dans notre travail, on peut se retrouver assez désemparé et assez seul par rapport à certaines situations. Et dans mon cas, j'ai fait appel en fait, à un moment de mon expérience à une coach en développement personnel qui m'a beaucoup aidé à prendre énormément de recul et à mieux comprendre aussi le fonctionnement voilà, des émotions, des relations et de la communication. Et après cette expérience avec ce soutien, en effet, comme disait Sébastien, j'aurais bien aimé en fait trouver plus facilement quelqu'un qui me comprenait, qui comprenait le contexte dans lequel j'étais. Et en fait, je me suis dit, ça manque aujourd'hui, donc pourquoi pas créer quelque chose. Et donc, je me suis lancée à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur en 2020, où donc, je me suis formée au coaching, à l'intelligence émotionnelle, à la communication non violente et à une technique qui s'appelle l'EFT. C'est une technique, en anglais, c'est Emotional Freedom Technique, qui aide à la libération des émotions, ou en tout cas à la décharge des émotions quand il y a vraiment un trop-plein à un niveau ou un autre. Et donc voilà, donc j'accompagne aujourd'hui en individuel et en collectif les personnes du secteur, en externe et en interne des organisations quand elles le demandent, et aussi en tant que bénévole. Donc je fais partie de Co-Create Humanity et de quelques autres organisations. Et aujourd'hui, donc voilà, je fais partie du pool de peer support spécialistes où l'idée c'est vraiment de donner un espace de parole et de partage où les personnes peuvent vraiment déballer tout ce qu'elles ont à déballer pour ne pas se sentir seules, se sentir entendues, écoutées et vues aussi. Parfois, c'est vraiment important. Et pouvoir l'orienter éventuellement vers un professionnel, vers quelqu'un qui pourra l'accompagner sur du plus long terme ou du plus moyen terme. Mais en tout cas, de ne pas la laisser seule avec ce qu'elle est en train de vivre, qui soit traumatisant ou en tout cas déstabilisant pour elle. Voilà, je crois que je vais passer la parole à Denis. C'est toujours bien de parler en dernier parce que du coup, les autres ont tout dit. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire, je peux partir, c'est fait. Moi, j'ai été Bioforce aussi ici en 2013. J'ai fait la même formation que toi, encore d'autres projets.
Je suis parti 2014, j'étais au Tchad, 2015, j'étais Laos, 2016, j'étais RDC, 2017, j'étais tout ce qui est Sahel, donc Burkina, Mali, Niger. Et puis 2018, j'étais ce qu'on appelle qui est Technical Advisor au siège, et je soutenais les projets qui démarraient, les collègues qui démarraient sur le chantier, sur le terrain, pardon. Et 2019, j'ai pris ma retraite. Et donc, du coup, j'ai intégré, je suis retourné vers Bioforce, mais ce coup-là au conseil d'administration et à la trésorerie. Donc, du coup, je ne vous ai jamais laissé tomber. Ce que je vous dirais, donc moi, j'ai fait aussi, j'ai pas du tout le niveau de formation de Gaël, elle est beaucoup plus experte que moi. Moi, j'ai fait une formation qu'on appelle premier secours en santé mentale, qui était dispensée par une université américaine, qui certifie à quelque part. Ce que je voulais vous dire, c'est que tous, là, je pense que vous avez tous en tête, je cherche ma première mission, et puis c'est tout. Dans votre première mission, je vais déjà vous dire quelque chose, vous êtes des managers. Quel que soit votre niveau de sortie de Bioforce, vous aurez des équipes locales. Et les équipes locales, ça sera vous, le manager. Donc vous aurez déjà une posture de manager et vous aurez déjà à prendre soin de vous et de vos équipes. Et comme disait tout à l'heure Seb, le merci vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des collègues, c'est super important, c'est super valorisant. Suivre les équipes, être attentif à s'ils vont bien, s'ils vont moins bien. Les signaux ne sont pas forcément évidents parce que suivant les cultures, ça se montre plus ou moins. Quand j'étais en Asie, c'était vraiment brouillard. Mais bon, au bout d'un moment, on y arrive. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, vous êtes des humanitaires. Pour beaucoup, vous avez, j'en suis sûr, énormément d'empathie, peut-être d'hypersensibilité, et vous aurez envie d'aider vos collègues. Bon, c'est ce qui m'est arrivé sur le terrain. Moi, j'y suis pour rien, je n'ai rien demandé. À un moment, j'ai des collègues qui ont commencé à essayer de se confier un petit peu. Des collègues qui étaient super bons au début de leur mission, et puis petit à petit devenaient moins bons, voire au bout de 6 mois, franchement mauvais. Et puis qui m'expliquaient que ben voilà, ça n'allait pas bien dans leur tête, mais que quand ils rentraient en France, ben, ils ne restaient jamais plus de 15 jours, parce qu'au bout de 15 jours, ben, ils n'avaient plus sommeil, donc ils refaisaient des cauchemars, donc ils repartaient sur le terrain. Donc j'ai essayé tout doucement, et il y en a beaucoup. Enfin, pas tout le monde, heureusement, mais il y en a. J'ai essayé de les prendre par la main, si je puis dire, tout doucement, pour les amener à réfléchir, pour les amener, dans ce cas-là, à se faire accompagner par des gens plus compétents que moi, parce que je n'avais pas la compétence. Mais j'ai souvent aussi de vos anciens collègues, on va dire. Quelquefois, c'est juste un retour de mission, on a besoin d'échanger un petit peu, parce que bah, quand on rentre et puis qu'on arrive dans la famille, si la famille n'est pas d'humanitaire, c'est le cas dans la plupart d'entre nous, expliquer une mission, expliquer ce qui s'est passé sur le terrain, c'est juste impossible, quoi. Au bout de 30 secondes, on n'intéresse plus personne. Au bout de 2 heures, on n'a pas réussi à expliquer quelque chose. Donc, si on a quelque chose sur la patate, eh ben, c'est bien d'avoir un ancien collègue qui en parlait. Donc, du coup, quelquefois, quand il y a des collègues qui rentrent et qui ont envie de discuter, je suis là. Voilà, et très souvent, ça peut servir. Ça peut suffire. Pas toujours, mais quelquefois, ça peut suffire. Après, moi, j'hésite pas, quand on discute un petit peu longtemps avec les gens qui sont soit de retour de mission, soit même sur le terrain, d'ailleurs. On peut très bien appeler du terrain, moi, j'ai pas de problème. Le décalage horaire, on fait avec. Hein. Si vous êtes sur un terrain où il y a un décalage horaire, vous appelez le soir après le boulot, bah, si c'est 22h chez moi, c'est 22h chez moi. C'est pas un problème. On vous écoutera quand même. Puisqu'on est là pour ça. Donc, moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'est, je pense qu'ils ont dit l'essentiel, mais il y a plein de choses qui peuvent arriver sur le terrain. La plupart du temps, c'est très bien. C'est toujours assez stressant quand même, pas d'un stress extrême avec des coups de calage qui partent dans tous les sens, hein, donc simplement le stress du travail, donc qui peut conduire au burn-out. Ça, c'est une chose qui est très très fréquente chez la plupart des travailleurs humanitaires. Ça conduit aussi, et ça c'est beaucoup plus embêtant parce que ça va vous conduire finalement à vous dégoûter un petit peu de votre métier et à vous reconvertir quasiment 3 ou 4 ans après parce que vous en avez marre du terrain. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que le terrain, c'était magnifique. J'ai bossé au siège. Franchement, tout ce que j'attendais, c'était vraiment sur le terrain.
parce qu'il y a que là qu'on fait des choses qui ont vraiment du sens pour moi. Donc, il faut toujours être en forme pour être capable d'aller sur le terrain. Il faut toujours être bien dans sa tête et veiller à ce que les gens qui bossent avec nous restent bien dans leur tête. Je vais en profiter parce que Gaëlle elle a aussi d'autres initiatives que ce qu'elle a dit. Donc, elle anime une conférence demain. Demain soir sur la préparation de départ. Donc, j'y serai aussi, si ça peut vous intéresser. Donc, la préparation de départ, plutôt la préparation, comment est-ce qu'on se prépare dans la tête à partir. Donc là, on va pas en débattre aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, il y a ça aussi qui aura lieu demain. Je vais repasser le micro à... Simplement, pour se trouve cette conférence. Ça sera en ligne, donc je pourrais donner peut-être à la fin, je vais vous écrire sur le tableau où est-ce que vous pouvez vous inscrire et vous pourrez trouver toutes les infos. C'est demain à 19h. En fait, ce n'est pas tout à fait une conférence, hein. Je ne dévoile rien. On va essayer de faire travailler les gens en groupe de travail, que chacun échange sur comment ils pensent se préparer au départ, etc. On s'enrichisse mutuellement. Et puis bon, nous, on a quand même noté 2 ou 3 points qu'on vous donnera à la fin pour voir si tout a été bien débalayé. Ouais. C'est bon. Je vais passer à la slide suivante. Donc, dans la concrétisation de nos projets, au fil de ces 3 dernières années, on a mis en place, comme je vous disais, des événements en ligne, en présentiel, des Humani Café, des webinaires, des ateliers. Tout est sur notre site internet. Et donc, dans nos offres de soutien, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a ce débriefing, la discussion avec les pairs, le débriefing autour d'un lunch. Et dans la grande partie du travail de Co-Create Humanity, on fait beaucoup de plaidoyer et de sensibilisation. Clairement, quand on s'est créé en 2019 et qu'on a voulu parler de santé mentale dans le secteur humanitaire, on ne s'est pas trop posé de questions, on savait très bien que les gens n'en avaient rien à faire. Donc l'idée, c'était d'aller chercher vraiment dans les émotions pour sensibiliser non pas seulement le travailleur humanitaire à un niveau individuel, mais aussi les organisations qui emploient et aussi le grand public. Le grand public est donateur de toutes ces associations. Le grand public, peut-être, à terme, pourra avoir une influence en disant que moi, je vous donne 100 balles, sur 100 balles, j'aimerais qu'il y ait 10%, 20% qui partent pour la prise en charge des collègues qui sont en souffrance, etc. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on sensibilise à la cause de Co-Create Humanity? On organise des concerts, on a des artistes qui nous soutiennent, on a des artisans. On a vraiment été stratège parce qu'on s'est créé pendant le Covid. Et bien sûr, il y a eu l'impact économique avec la crise du Covid. Donc aujourd'hui, on organise des concerts, comme ça les gens, il y a une espèce de win-win. Les gens viennent assister à un événement, ils se font plaisir en même temps, ils participent à une cause. On a la chance d'avoir des musiciens qui sont dédiés à notre cause, des artistes, des artisans. Vous allez le voir dans les prochaines slides. On peut passer à la prochaine slide. Et avant de vous présenter tout cela, on avait envie de vous montrer une petite animation. On a eu la chance de travailler avec l'école Gobelin à Paris, qui est la meilleure école du monde d'animation. On a été le projet d'examen de Gobelin l'année dernière. Et à partir de récits de travailleurs humanitaires, on leur a demandé de nous faire une petite motion design. Tu peux cliquer sur le lien et on va regarder. C'est une première mission. Ceux qui seront en ligne ne vont pas pouvoir la... Désolée, je vais devoir couper 2 secondes. Merci beaucoup. Donc l'idée était, pour ces animations, donc on a travaillé avec l'école des Gobelins et on leur a fourni une vingtaine de textes, qui sont tous des textes de page, écrits par des humanitaires qui sont basés sur leur expérience. Ça a été donné à des élèves du Gobelin qui ne sont absolument pas du monde humanitaire. Donc chaque élève l'a réinterprété avec sa sensibilité sans qu'on intervienne. Donc il y a des choses qui sont très parlantes, il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins, mais c'est la manière dont ils ont compris le texte qu'on leur a donné.
Et la deuxième animation qu'on va vous montrer, c'est juste pour vous dire qu'avant Co-Create Humanity, il y a eu des initiatives individuelles pour faire ce que l'on fait. On peut lancer la deuxième vidéo. C'est pour retourner sur le slide. Oui, voilà. C'est bon, c'est partagé. Non, il faut retourner sur. Sur notre chaîne YouTube, vous pourrez aller voir tous les 17 du mois, toujours en lien avec l'histoire de Christophe, on publie les différentes réalisations motion design qui ont été faites. Donc n'hésitez pas. Et je pensais notamment à Tom, parce qu'on a justement l'histoire d'un humanitaire blond qui était en Afrique. Donc tu pourras aller voir sur la chaîne, ça s'appelle TAR. Et ça explique aussi en fait la différence peut attirer. Donc voilà, il y a pas mal de partage d'expériences à travers ces animations. Donc je vous encourage à aller les voir. En tout cas, elles sont largement diffusées. On va revenir sur là. Il y en a quelques-unes d'ailleurs qui sont issues de textes d'anciens livres. Exactement. Ça ne sera jamais le cas. Dans l'illustration de nos actions, donc comme on vous disait, on a aussi un petit peu sur les réseaux sociaux mis notre empreinte graphique. On publie beaucoup d'images, on essaie d'accrocher le regard parmi ces multitudes de publications. Donc vous avez là la promotion du Mani Café quand on le fait. C'est une amie qui est dessinatrice de livres pour enfants, qui est lyonnaise d'ailleurs, et qui nous avait dessiné ça pendant le confinement pour promouvoir les Humani Café. Sur la photo que vous avez à droite, vous pouvez reconnaître Denis qui est là en bas. C'était avec les étudiants de Gobelin, justement, le jour où on est allé annoncer qu'on était leur sujet d'examen à Paris. Donc c'était très très chouette. Et vous avez une petite illustration de tous les webinaires qu'on peut faire donc, sur la thématique du burn-out, l'art-thérapie comme atelier, les formations que l'on propose, toujours avec des spécialistes de la santé mentale. Et là, en l'occurrence, le professeur Alain Brunet, qui est l'un des plus grands spécialistes du monde du stress post-traumatique. On peut passer à la slide suivante. Toujours dans l'illustration de nos actions, comme je vous le disais tout à l'heure, notre travail de plaidoyer passe par des événements concrets, artistiques, culturels. On a la chance d'avoir pour ambassadrice Julie Sevilla-Fraisse, qui est violoncelliste à l'Orchestre de l'Opéra de Paris. C'est une rencontre qui est incroyable, c'est une rencontre LinkedIn. Je dirais qu'aujourd'hui, 98% du réseau professionnel de Co-Create Humanity provient de LinkedIn. Donc vraiment, je vous incite, si vous devez chercher une première mission, ou même pour plus tard, à créer un compte LinkedIn, c'est extrêmement utile quand on connaît bien l'outil. Donc Julie, que vous voyez là, donc on jouait sur l'une des plus grandes scènes de Suisse, à Rolle, et on a eu la chance, pour le tout premier concert qu'on a organisé, de recevoir Patricia Danzi, qui a été chef, directrice de la région Afrique pour le CICR pendant 25 ans, et qui travaille maintenant à la Confédération suisse. On a des artistes qui ont été inspirés par qui était Co-Create Humanity. C'est ce qui est formidable dans ce qu'on fait, c'est qu'on ne sollicite personne. C'est que les gens viennent à nous parce qu'ils entendent parler de nous.
On a ce sculpteur parisien qui a vu ce que l'on faisait sur les réseaux sociaux. Un jour, il nous a appelé, il nous a dit d'aller à Paris, d'aller visiter son atelier. Il avait créé cette maquette qu'il a appelée « Et bien dansons maintenant », qui représente Christophe, Seb et moi. Et cette maquette, une fois réalisée, cette sculpture fera 2,80 m de haut et 3 m de diamètre au sol. Et on était complètement épatés de voir qu'on pouvait inspirer les artistes pour faire ce genre de choses. On a l'artiste néerlandaise Tessel van der Piut qui a réalisé Embrace pour nous au tout début de Co-Create Humanity et ce que ça lui inspirait. Et on a aussi des produits, on a des artisans qui se sont ralliés à notre cause sans qu'on leur ait rien demandé. On a un chocolatier à Lausanne qui fait donc ces tablettes et ces petits chocolats pétillants que vous avez pu goûter tout à l'heure, Co-Create Humanity. Quand on scanne le QR code, ça ramène sur notre site internet. On a notre propre cuvée de vin de Chasselas. On va brasser notre propre bière à partir de l'année prochaine. On a du savon. On peut être un relais à Bioforce. Voilà, exactement. Mais voilà, en fait, si vous voulez, derrière tous ces petits produits, bien sûr, il y a une petite stratégie marketing, mais en fait, quand on boit ça avec des amis. Il y a des gens qui ont découvert Co-Create Humanity grâce à la bouteille de vin qui était posée sur la table. Et moi, je trouve ça juste génial de savoir que les gens ont appris l'existence d'une communauté de pairs grâce à quelque chose qui s'est partagé. Et bon, on aime bouffer aussi, clairement. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment axé sur la nourriture. Les gens, quand ils reviennent du terrain, ils se souviennent tous de ce qu'ils ont mangé. Ça peut être des spécialités très locales. Mais on est vraiment, finalement, les petits gestes, c'est ce qui fait le plus grand bien. Et il ne faut pas grand-chose pour aider les gens à se retaper. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Les chiffres clés, ça. Donc là, vous avez un aperçu des chiffres clés pour l'année passée. Donc 348 heures de soutien de pair, c'est quand même pas négligeable quand on n'est vraiment pas nombreux. 23 travailleurs humanitaires soutenus, les webinaires, mais plus que ces chiffres, ce qu'il faut bien penser, c'est que vous êtes tout au début de votre carrière, mais il n'y a rien de plus terrible comme cette carrière, elle s'arrête d'un coup, quelles que soient les raisons. Parce que là, vous faites partie d'une équipe, d'une ONG, d'une communauté, vous avez vos collègues, vous avez tout, et puis du jour au lendemain, parce que ça ne va plus, vous n'avez plus d'accès à votre boîte mail, vous êtes dehors, vous devez chercher du boulot, vous êtes à la merci des services sociaux, et puis il faut refaire sa vie. Et vous passez d'un statut de humanitaire qui va aider les autres à un bénéficiaire. Ben oui, que ce soit en Suisse, en France, en Angleterre, c'est extrêmement difficile. Et ce qui tue les gens, c'est ce sentiment de solitude et d'abandon. Et c'est là qu'on est vraiment, que c'est pas une carte à jouer, mais qui pour moi est vitale. C'est que quand les années passent et qu'on commence à se rendre compte qu'on a plus de collègues qui sont morts que vivants, morts non pas de mort naturelle, mais que ce soit les suicides, que ce soit tous ceux qui sont devenus alcooliques, qui ont touché à la drogue, mais c'est surtout le sentiment d'abandon et de désespoir qui tue. Donc c'est clair qu'à notre niveau, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour que ça n'arrive plus, et c'est ce qui justifie notre présence ici. Et puis surtout que vous qui commencez, c'est pas parce que ça s'est mal passé pour toutes les générations qui étaient avant vous qu'on doit continuer à l'accepter et puis à rien faire pour que ça change. Non. Donc c'est vraiment... Alors oui, on a ces chiffres, mais on est déjà, si on prend le chiffre total depuis qu'on existe, on n'est pas à 348 heures, on est déjà à 880 heures de soutien de pair qui sont tous faits par des bénévoles. On n'est pas payé pour ça, mais on le fait parce qu'on le fait avec notre cœur. Et puis franchement... Ce qu'on a, on n'est peut-être pas des pros dans tout, on n'a pas de master en psychologie ou en machin, mais on a un cœur, on a du temps. Et puis souvent, pour la première fois, c'est ce qu'il faut. C'est simplement dire, mais la vache, tu te rends compte de ce que tu as traversé? C'est pas rien, quoi. Même s'il y a que moi, Hélène, ou Gaël, ou Denis qui s'en rendent compte parce qu'on y a été, puis on sait ce que ça veut dire. Parce que derrière le soutien de pair, il faut bien se dire, c'est pas forcément un truc tragique. Oui, il y a des choses difficiles. Moi, je vois les personnes que je suis depuis bientôt 5 ans, mais des fois, ils m'appellent simplement pour me dire « Waouh, Seb, il est au fin fond du Mali, c'est la guerre. Hein. » Il dit « Mais j'ai réussi à faire ça, c'est génial. » Pour quelqu'un d'ici, quand il lui raconte ça, il dit « Quoi, je fais ça tous les jours. » Attends, mon gars, c'est au Mali, c'est à Ferraille, il ne parle pas français, toi, tu es coincé au milieu, tu as réussi à faire ça. Waouh, bravo. Mais à qui tu peux le dire? C'est ce que disait très bien Denis avant.
Nos copains qui sont restés ici, qui sont préoccupés par la largeur des pneus sur la voiture, on va leur expliquer de l'humanitaire, quoi. Donc le soutien de père, c'est pas que des mauvaises choses, c'est des moments qui sont très... c'est des moments magnifiques. Et puis surtout, je vois moi ce qui me fait me lever le matin, je dirais, mais c'est du soutien de père qui se fait aussi par votre staff. Vous allez tous partir en mission, comme l'a très bien dit Denis, vous allez avoir des employés sous vous. Moi, c'est assez fou, j'ai mes gars du chat qui m'appellent encore chef. Je suis chef de rien du tout. Mais attendez, on dit, ah Seb, on va les partager avec toi. Je veux dire, c'est des relations qui sont tellement belles. Et là où je rejoins Denis, moi, les pires années de ma carrière humanitaire, c'est pas sur le terrain, même si c'était l'horreur, c'était au siège. On se retrouve avec des gens, peut-être pas bien. On va pas casser tous les sièges. Hein. On va pas casser tous les sièges, mais des fois... C'est bon parce que j'ai pas aimé que c'est pas bien. Le vrai problème, c'est quand c'est des gens qui n'y sont pas été, qui utilisent des préjugés qu'ils ont. Pourquoi ces gars du terrain, ils ont été incapables de faire le rapport à temps? Mais attends, le mec, il est au Kivu, ça ferraille de tous les côtés. Attends, on découvre assez tôt ça. Mais oui, voilà, en quelques mots. Et une chose qu'il faut vraiment retenir, je dirais, de cette conversation qu'on a ce soir, c'est que l'engagement que vous avez, l'engagement de partir dans ce secteur qui n'est pas un secteur tout à fait normal, hein, le secteur humanitaire, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Vous allez peut-être revenir et être différent. Vous allez être différent pour vos familles, pour votre copain, pour votre compagne, pour vos amis. Et c'est pour ça qu'il y a ce sas de décompression. Donc, n'oubliez pas qu'on existe, n'oubliez pas de passer le mot, parce qu'aujourd'hui, la plupart des travailleurs humanitaires qui nous découvrent, ils nous disent ça fait des années que je vous cherche. Comme je vous le disais, on vient ici pour vous parler de ça, pour anticiper, pour faire de la prévention par rapport à votre première mission, par rapport à votre carrière humanitaire. Mais on est aussi là pour les gens qui sont en mission, entre deux missions, les gens qui veulent se reconvertir, et non, ils sont nombreux, et pour les gens qui sont à la retraite. Parce que les gens qui sont à la retraite, on en a quelques-uns qui, là, dans leur jardin, en train de mettre un petit coup de pioche, ils se retrouvent au Rwanda. Voilà, flashback dans la figure. Et c'est là qu'ils se disent, mais merde, à qui je vais parler de ça, quoi. Donc, il y a des gens qui nous découvrent aussi maintenant à la retraite. Donc, vous êtes notre meilleur canal de communication. Et en tout cas, si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin d'une communauté, il y aura toujours quelqu'un à votre écoute et au sein de laquelle vous pourrez vraiment parler et vous lâcher totalement. Voilà, on peut passer sur la dernière slide. Donc, avant de partir, avant de clore cette session, on voulait vous donner quelques tips and tools. Ces slides-là qu'on a utilisés aussi dans le cadre de la conférence qu'on a donnée au CICR le 11 octobre et pour la Croix-Rouge française quand on a présenté notre initiative. Petit 1, savoir à qui faire confiance, savoir à qui vous pouvez vous livrer, à qui vous pouvez parler de certaines choses. Vos familles ne seront peut-être pas forcément réceptives parce qu'elles n'auront pas votre réalité quand vous serez revenu du terrain. Donc, c'est vraiment important de savoir à qui vous pouvez vous ouvrir. Connaître vos systèmes de soutien, c'est important de savoir qu'est-ce qui va vous redonner de l'énergie, où que vous soyez. Est-ce que c'est de rester tranquille dans votre chambre? Est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Mais de bien se connaître soi-même, c'est très important. Comment vous allez recharger vos batteries? Reconnaître vos limites, reconnaître ses limites, c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut avoir aussi suffisamment d'humilité. Parce qu'on peut avoir des gens qui sont des vrais cow-boys, qui veulent y aller encore et toujours, et qui se disent « Non, mais moi, je suis au-dessus de tout ça, je suis un super-héros ». On n'est pas des super-héros, on est tous faits de chair, de sang et d'émotions. Et c'est important à un moment de savoir se dire « stop » et d'écouter votre corps, d'écouter vos envies. Ça, c'est extrêmement important. Vous en parlez, mine de rien, ça rejoint le soutien de père, mais il peut être fait par un tas de montres. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ancien militaire allemand qui m'a beaucoup aidé, qui est devenu de la Croix-Rouge allemande. Et c'est vrai que j'étais drôlement content de pouvoir appeler le papy Montfred pour dire c'est normal ce qui se passe là, ou c'est moi. Et ça, c'est des choses qu'on peut tous trouver ses relais, des gens de confiance. Et le dernier point, c'est se donner du temps, parce que tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Voilà, c'est prendre le temps pour soi, prendre le temps d'aller mieux, prendre le temps de trouver la bonne méthode qui nous convient, les thérapeutes qui nous conviennent. Et pour ça, pour ceux en tout cas qui rentreront de mission, sachez qu'il y a des lieux de retraite qui existent, il y a des initiatives individuelles qui seront faites de part et là, où vous aurez l'occasion de vous reposer avec des pairs
Et c'est extrêmement important de savoir que vous avez plusieurs sas de décompression qui sont à votre disposition. Voilà. C'est sur la dernière slide. Donc, vous avez nos contacts qui sont ici. On est vraiment à la pointe, on est sur tous les réseaux sociaux, sauf TikTok. On maîtrise absolument pas TikTok, on n'y comprend rien. Donc, on est sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, on a aussi notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez des thématiques qui vous semblent importantes, n'hésitez pas à nous les remonter. Nous, on va chercher des gens qui peuvent faire des webinaires, des ateliers pour répondre à ces thématiques. Il n'y a pas du tout de propositions bêtes, il n'y a pas de questions bêtes. Et nous, devant nous, on n'a que des pages blanches à écrire. C'est ça qui est formidable avec Co-Create Humanity, c'est qu'on est dans une espèce de grey zone. On est rentré dans un truc qui n'avait jamais été fait avant. Vous avez bien sûr Antares, vous avez Conterra, ces organisations qui sont mandatées par les organisations humanitaires, où vous aurez des thérapeutes, etc. Nous, on a juste l'humilité de se dire qu'on n'est qu'une communauté de pairs humanitaires, qu'on existe par les travailleurs humanitaires et pour les travailleurs humanitaires. Aujourd'hui, on est dans la co-création à 200%. Tout ce que l'on fait, c'est du win-win pour tout le monde. En échange d'informations, donner des outils, etc. Donc, vos questionnements, vos propositions seront toujours les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à nous les faire remonter. La dernière slide. Juste répéter ce que je viens ce que je disais. Donc, Co-Create Humanity existe par les travailleurs humanitaires et pour les travailleurs humanitaires, et que, comme le dit si souvent Sébastien, quand on est tout seul, on est foutu, et quand on est ensemble, on s'en sort. Donc, vous avez notre devise qui est là, en bas de page. Et puis, merci beaucoup pour votre écoute. Et voilà. Je me permettrai de rajouter un petit truc derrière toi. Donc, je me permettrai de rajouter un petit truc parce que je me rends compte qu'on a oublié de le dire ou de le mettre en avant. Co-Create Humanity a un carnet d'adresses qui est impressionnant, de thérapeutes de toute profession, toute orientation, donc qui peuvent vous aider. Et aussi, on commence à avoir un carnet d'adresses assez intéressant de lieux de repos, de lieux dans lesquels vous pouvez aller entre deux missions, dans lesquels vous pouvez aller simplement pour décompresser. Généralement, c'est tous d'ailleurs, des lieux qui sont tenus par des anciens humanitaires qui pourront vous comprendre si vous avez besoin et qui pourront vous accueillir en principe le cœur ouvert. Et quelques-uns ont aussi des thérapeutes qui sont sur place qui peuvent vous accompagner. Donc, si besoin est, n'hésitez pas. Ou simplement, vous avez envie de faire une fête entre copains quand vous revenez, ça existe aussi. Et puis sachez qu'on a beaucoup de choses en perspective, on est toujours en mouvement, on essaie tout le temps de se renouveler, donc après la bière, peut-être qu'il y aura autre chose. Mais on a en tout cas en tête un projet cinématographique qui arrive, des projets de danse, j'en parlais tout à l'heure avec toi, Amina. Donc voilà, on essaye de collaborer avec des artistes pour sensibiliser à la santé mentale dans le secteur humanitaire. Donc vraiment, si vous avez des propositions, n'hésitez pas, on est vraiment preneurs. Et prenez soin de vous, et puis on espère vraiment que vous n'aurez pas à faire appel à nous, mais si vous avez besoin, en tout cas, on sera là. Merci. Merci beaucoup pour cette magnifique intervention. Est-ce qu'il y a des étudiants qui avaient des questions aux amis? Les noms d'étudiants, ça marche? Bien sûr. C'est juste, est-ce que vous avez le planning des prochains webinaires? Oui, on a un site internet qu'on a refait tout récemment. Vous avez un onglet agenda. Vous avez tout ce qu'on a fait en 2022 et tout ce qui est prévu jusqu'à fin 2022. Donc, on a une très, très bonne visibilité. À l'heure actuelle, on a un agenda qui est plein jusqu'à juin 2023. Et en termes d'événements, on est plein jusqu'à décembre 2023. Voilà. Merci. Oui. D'après votre expérience, le fait d'avoir des débriefings à la fin d'une mission ou même le fait de voir un psychologue juste à la fin, ça ne suffit pas pour la plupart des humanitaires? Je vais laisser ou même avant, d'ailleurs. Ça dépend, enfin, ça dépend du terrain déjà. Donnez le micro. Si tout s'est relativement bien passé, ça suffit largement. Après, les débriefings, ils vont, pour en avoir fait quand même pas mal, ils sont très souvent orientés sur vos résultats, sur la passation au suivant,
sur comment ça se passe sur le terrain en termes d'activité, etc. Les débriefings, on va dire d'un point de vue psychologique, ils sont très, très restreints. Après, certaines ONG, de plus en plus maintenant, vous proposent d'aller voir le pied à la fin. C'est à vous de voir si ça vous convient. Si ça vous convient, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à le faire. Il y a de plus en plus de séances gratuites, je crois, 5, 10, suivant les organisations que vous pouvez avoir. Si c'est la voie qui vous va, n'hésitez pas. Par contre, ça, c'est une fois que vous êtes revenu du terrain. Ce n'est pas quand vous êtes sur le terrain. Donc ça, si vous voulez travailler avec un psy, travaillez avec un psy. Si vous voulez travailler avec, simplement vous échanger sur ce que vous avez vécu et que vous pensez que ça ne nécessite pas forcément un psy qui comment dirais-je, verra ça forcément d'un côté thérapeutique, médical, vous pouvez aussi vous adresser à nous. Mais c'est comme vous voulez. L'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, l'un n'empêche surtout pas. Tout est complémentaire, c'est vous qui décidez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis Balachi Kenyé. Je suis psychothérapeute et psychologue du travail des organisations, donc orienté gestion des ressources humaines. Alors, honnêtement, je suis tellement content aujourd'hui, vous n'avez même pas idée. Je pense que pour certains de mes collègues, ça peut paraître bizarre, mais en fait, je viens du Cameroun. Et de là, j'ai eu à suivre plein d'expatriés. Et en réalité, que ce soit les problèmes de gestion de stress, de burn-out, de stress post-traumatique, ou même encore de turnover, c'est légion. Et le problème, c'est qu'ils ne veulent pas s'exprimer, enfin, ils ne veulent pas échanger avec le psychologue de l'organisation, parce que certains y ont droit pendant qu'ils sont en mission. Mais ils ne veulent pas échanger avec lui, tout simplement parce qu'ils estiment que il va dire ce qui ne va pas chez moi. Et c'est tout à fait logique. Du coup, pour être honnête, moi, quand je suis arrivé à Bioforce, la seule crainte que j'avais quand je vois mes missions futures, c'était de me dire, oui, tu es solide, mais est-ce que tu es sûr que tu ne trouveras pas quelque chose devant toi qui va parvenir à te briser? Parce que quand on a eu l'habitude d'être super dur et que tout ce qu'on a sorti du trou ont eu l'impression qu'on était un super fort, c'est la plus grosse crainte qu'on puisse avoir. Mais aujourd'hui, de savoir que vous faites ce que vous faites, franchement, merci. Après, si je peux ajouter quelque chose, mettre de l'or au moulin, ça serait de suggérer que vous fassiez avec le carnet d'adresses que vous avez et donc le respect que la communauté humanitaire a pour vous, que vous fassiez un plaidoyer auprès des organisations internationales ou des ONG, disons globalement, afin que celles-ci mettent sur pied des cellules d'écoute anonymes. Ça permettrait qu'il y ait un numéro vert qui serait constitué à la fois des psychologues qui ont, enfin des mental health and psychosocial support qui ont eux-mêmes fait du terrain, ou même qui n'en ont pas fait, parce que je n'ai pas eu besoin d'en faire, que je comprenais les problèmes des gens. Si on est formé à l'empathie, on sait ne pas avoir fait vécu quelque chose, mais comprendre et aider la personne à s'en sortir. Donc, si vous pouvez vous aider en amont à aider les acteurs humanitaires de cette façon-là, ça permettrait qu'il y ait moins de personnes par la suite, moins de personnes qui viennent vers vous par la suite pour gérer des problèmes, ou même que quand les personnes viennent vers vous, qu'il y ait moins qu'ils soient moins dans le trou qu'ils ne l'auraient été si pendant qu'ils étaient en mission, ils avaient eu un accompagnement psychologique. Donc voilà, merci beaucoup. Pour répondre rapidement, il y a 2-3 ONG qui commencent à faire quelque chose sur le terrain, ACF, dans certains pays, pas dans tous. C'est bon. Donc il y a quelques ONG qui commencent à faire des choses en local. Au début, c'était orienté, enfin du moins, vous êtes dit d'ailleurs, c'était orienté pour les travailleurs humanitaires locaux.
Bon, ça a englobé les expatriés, parce que quand tu as 90% de locaux et 10% d'expatriés, tu peux prendre 10%. Donc il y a ça qui existe. Après, ce week-end, il y avait Hélène, il y avait aussi Gaël qui était avec moi. On était donc on travaillait sur la santé mentale et l'humanitaire, sur ce qu'on pouvait faire, etc. Et il y avait une dizaine de personnes, dont 6 anciens Bioforce, tout à fait par hasard. On était 6 Bioforce. Des gens qui travaillent soit encore dans le milieu humanitaire, soit qui travaillent autour de la santé des humanitaires. Il y avait 2 RH, et les 2 RH, donc, de 2 organisations que je ne nommerai pas, chacun de son côté essaye de faire avancer un petit peu les choses pour qu'au niveau des RH, l'unité se fasse. Moi, ce que je défends auprès des ONG, de la même manière que je suis prêt à le défendre auprès des bailleurs, c'est que vous faites un mauvais investissement si vous cramez votre travailleur humanitaire, parce qu'il fera du mauvais boulot, parce que vous aurez des gaps, et parce qu'à peine il sera formé, à peine il aura pris l'habitude du secteur, il voudra faire autre chose. Donc, prenez soin des travailleurs. En fait, il faut parler aux patrons comme ils veulent l'entendre. Il faut que ce soit rentable, il faut que les projets tournent bien. Pour que les projets tournent bien, il faut des gens qui soient formés, qui aient l'expérience et qui soient en bon état pour travailler. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message. Et aujourd'hui, ce travail de plaidoyer que l'on fait auprès des organisations, on le fait, clairement. On leur dit, on n'est pas là contre vous, on n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit, on est là pour vous accompagner, que vous puissiez offrir une option supplémentaire à vos collaborateurs, de débriefer en interne, en externe. D'ailleurs, on le voit chez MSF, il y a une communauté de pairs en interne et il semblerait que ça ne marche pas vraiment. Parce que comme tu le disais, les gens, ils ont peur de se mettre une balle dans le pied, en fait, de parler en interne. Et je pense que c'est totalement légitime et ce n'est pas propre aux organisations. Même dans le secteur privé, quand tu vas pas bien, tu vas pas voir ton RH pour lui dire hey, « je pars en burn-out ». C'est clair. Donc, il y a une réalité qui est là. Et pour que ça fonctionne, il faut justement que l'aide, elle vienne de l'extérieur et que cette aide, elle soit aussi appropriée à cette communauté humanitaire. Donc, aujourd'hui, honnêtement, on n'aurait jamais pensé qu'en 3 ans, on arriverait à faire tout ce que l'on fait aujourd'hui sans fonds propres. Donc nous, on est vraiment les 3 fous. On a débarqué comme ça, on est le trio improbable. Quand les gens ils nous voient, on a tous des allures différentes. Moi, je suis la seule femme, la seule française du groupe avec 2 Suisses. Je vous raconte pas, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. C'est normal. On va régler ça après. Mais là où on est bon, je trouve, c'est qu'on a toujours une supervision psychologique pour ce que l'on fait, parce qu'entendre certaines histoires, c'est extrêmement dur. Nous-mêmes, on a besoin de décharger, sinon on rentre à la maison avec un fusil chargé. Il est hors de question qu'on rentre avec tout ce qu'on entend. Parfois, la réalité dépasse la fiction. Et puis, surtout, on travaille avec des satellites, des gens qui nous encadrent pour être sûr qu'on suit bien la même ligne, qu'on partage toujours les mêmes valeurs, etc. La première valeur qu'on prône chez nous, c'est la bienveillance, c'est la communication, c'est la politesse, le respect, c'est des bases. Mais parfois, ces bases-là, même au sein des organisations, on les oublie. Donc c'est pour ça, comme disait Denis, vous serez peut-être amené à manager des équipes. N'oubliez jamais ces règles de base. C'est vraiment essentiel, vraiment. On vous le redit parce qu'encore aujourd'hui, en étant dans le secteur humanitaire, on s'est rendu compte que l'humanitaire taisait l'humanité, pour reprendre les mots de Linda, une ancienne de Bioforce. Donc voilà, en tout cas, avec les outils qu'on a, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on est de plus en plus entendu parce que justement, on est passé à l'action. On a fait des webinaires, on a fait des ateliers, on a approché les gens. C'était très difficile de se détacher de cette étiquette CICR, puisque le CICR ayant un mandat qui est différent des autres organisations, était mis sur un autre piédestal. Ça a été extrêmement compliqué. Et parce qu'on n'était pas des professionnels de la santé mentale, certains référents psychiatriques, psychologiques dans les organisations n'ont pas du tout voulu nous voir. Il a fallu qu'on fasse pression, mais là où on a été stratège, c'est qu'aujourd'hui, nos interlocuteurs, on passe directement en haut pour que ça cascade. Si on veut que cette politique interne change, qu'il y ait vraiment une culture de prendre soin, il faut en fait attaquer par tous les angles. Aussi bien au niveau du travailleur humanitaire à un niveau individuel, les organisations, les politiques, etc. Le travail sera extrêmement long, mais à notre niveau, on est des petits colibris, on fait notre part. Et on est déjà très content de ce que l'on fait. Je voudrais juste revenir sur la première partie de ta question. Quand tu dis on est fort. Alors moi, j'ai été le gars fort. Je veux dire, ça a commencé à ramasser des cadavres, assister à des trucs de torture, sortir des équipages de blindés qui ont cramé. Je suis devenu tellement fort qu'à la fin, tu deviens un bloc de glace insensible. Jusqu'au jour où il y a ton père et ta femme qui te disent « Mais Seb, t'es qui maintenant ?» C'est un mythe, cette force. Et c'est quelque chose, je me bats un peu là contre, parce que
Je l'ai entendu pendant des années. Il faut être fort, il faut être dur, il faut être machin. Ah, mais t'as encaissé ça la première mission. Cool. Donc après, tu vas faire toutes les autres où c'est à chaque fois le pire. La fameuse loi de Murphy, la première mission que j'ai faite, c'est quoi cette loi de Murphy là, quoi? Ah, bah, je l'ai appris. Il y a toujours pire. Hein. Et puis on croit qu'on a touché le fond. Ben non, il y a encore vachement plus au fond. Et ça, pour moi, c'est une bêtise. Une bêtise dans le sens qu'on va tous puiser du courage au fond de nous. On va faire les pas, il n'y a pas de super-héros. On fait le truc parce qu'on y croit, parce qu'on est motivé, parce qu'on est là, parce qu'on veut sauver le monde. Mais le problème, c'est qu'on puise du courage, on puise du courage, on puise du courage. Puis arrive un moment, et puis il est vide. Et puis là, c'est un petit truc qui pourrait paraître insignifiant, qui fait que c'est trop, puis qu'il y a tout qui s'effondre. Et si on revient juste le slide d'avant, là, encore un coup, c'est alors c'est celle d'après. C'est on a notre petite phrase de fin. Bah, c'est la dernière. La dernière. Alors, voilà, celle-là. Ça, c'est ma leçon du terrain. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que les petites mains de l'humanitaire, hein, c'est un chauffeur, une secrétaire qui ont sauvé ma carcasse. Sinon, il n'y aurait pas de sel. Je serais mort 3 fois. Et c'est ensemble, on est plus fort. C'est vraiment, je dirais, pour moi, la meilleure façon de rentrer en vie d'une mission, c'est ça. C'est de prendre soin de ces gars. Tu ne peux pas être toujours le meilleur. C'est impossible, c'est un mythe, ça. On a tous des hauts et des bas. Mes chauffeurs m'ont vu pleurer. Des coups, ceux qui pleuraient, c'est moi qui les réconfortais. Et c'est tellement dur ce qu'on est amené à voir. Et si on devient des machines, on est foutu. Par contre, de bosser ensemble, de tirer ensemble à la même corde, je sais que, je veux dire, moi, les plus beaux compliments, c'était quand il y a des gars qui te disent « Ah, mais Seb, avec toi, on va sur la Lune. » Bah, pour moi, ça, faut croire que j'étais pas trop con comme chef, quoi. Mais ça vaut de l'or. Et c'est clair que, je veux dire, on est confronté à de la souffrance. Regardez l'Ukraine, regardez le Yémen, enfin, il y en a suffisamment de guerres. C'est normal d'être ému. Mais c'est justement parce qu'on est ému qu'on peut faire notre boulot de la meilleure manière. Et puis, on n'est pas des surhommes. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Dites-le. Je veux dire, c'est clair que si on parle de tout ça, mais il y en a qui tombent dans l'alcoolisme. Moi, je me suis retrouvé au Darfour avec des infirmières parce qu'on n'en pouvait plus à se vider le pot de Nutella à 3 avec les cuillères. Bah ouais, on finit. Un peu trop enveloppé. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'on travaille dans des circonstances qui ne sont pas normales. Mais ce qui sauve tout ça, c'est d'être ensemble. Et ce qui est un événement assez fabuleux quand vous serez sur le terrain, c'est ces moments le soir avec vos collègues. Osez parler. Osez dire. Je veux dire, vous prenez l'avion, vous arrivez là-bas. La première image dans certains pays, c'est de voir des animaux crevés au bord de la route. C'est pas normal. C'est choquant. Bah dites-le. Il n'y a qu'un con qui vous dira oh, mais toi, t'es chochotte. C'est ça, mon gars. Non. C'est normal. Mais quand on en parle, ça va tout de suite rire. Et puis, je connais personne qui n'a pas peur sur les bombes. Ça, c'est de la grosse connerie. Les films sont bien jolis, quoi. On a tous peur. Mais souvent, quand on dit bah, moi, je crève de trouille d'aller dans le no man's land chercher les blessés, comme ça, il se passe quoi? Ça va tout de suite mieux après. Ton chauffeur qui est à côté, il a aussi peur que toi. Les 2 secouristes qui sont derrière, pareil. Mais après, on se prend par la main, et puis allez, on y va. Puis on fait le boulot. Et ça, c'est les bons côtés, malgré tout. Est-ce que vous avez encore des questions? Non? Ça vous a plu? Oui. Est-ce qu'à distance, les gens ont des questions? Vous pouvez allumer vos micros. Oui? Je tenais à te remercier, Sébastien, pour ton honnêteté. Pardon, ça fait beaucoup de bien à entendre. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur tout ce que tu dis, même si j'ai pas d'expérience. Ma question, ça serait pour toi, c'est quoi le juste milieu dans ce qui va nous arriver par exemple? Parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup de vécu et que tu tends à dire qu'il faudrait plutôt laisser parler ses émotions, même si on est des métiers où des fois il faut mettre de côté. Du coup, si tu as un conseil. Je dirais que, quel que soit l'endroit de la mission où vous êtes, quand ça vous fait plaisir de vous lever le matin, pour moi, ça a toujours été le cas.
Et c'est pour ça que c'était dur au siège. Mais c'est vrai parce que, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, quand on a une bonne équipe, moi j'ai commencé comme mécanicien, j'ai fini logisticien, je m'occupais des chauffeurs, tout ce qui était, ouais, que ce soit des bateaux, des transports, des camions, de tous les gens qui vont autour, de les recruter, de les former, de bosser ensemble. C'était terrible, mais moi j'ai adoré faire ça. Mais écoutez les chauffeurs, et puis c'est vrai, des fois j'étais le plus jeune, tu te retrouves avec des mecs qui ont comme 45 ans ou 50 ans, mais alors même 60 dans certains endroits, comme flopé de gamins, puis qui essaient de te dire, chef, tu discutes avec eux, et tu te rends compte que les gens, quelle que soit la couleur de la peau, c'est exactement la même chose. Et moi, oui, quand tu aimes ce que tu fais, ça passe. C'était ces années sur le terrain, même si ça a été dur à propos de la violence qu'il y a eu, mais c'était génial de rentrer le soir avec mes chauffeurs au garage et puis on discute, on se met tous en rond et puis j'avais aucun problème à leur dire la vache c'était dur. Puis c'est la même chose. Mais, je veux dire, on a fait le travail. Puis on a fait, je dis que ce soit les bénéficiaires qui viennent nous dessiner des arbres dans le bureau pour nous dire merci alors que nous on avait l'impression d'avoir été une microscopique action positive au milieu d'un enfer. Cet arbre, je l'ai jamais oublié. On fait c'est peut-être une goutte d'eau, mais on l'a fait avec notre cœur du mieux qu'on peut, puis les gens, ils le voient. Je dis, la dame je me suis caché pour pleurer, hein. Derrière le générateur, je croyais que personne ne voyait, il y a une dame que je connaissais pas qui est sortie, qui m'a pris dans ses bras, et puis qui m'a dit, mais merci d'être resté là avec nous. Après, elle a disparu, je sais pas qui c'est. Comment on oublie ce genre de truc? On peut pas. On peut pas. Et pour moi, c'est de le faire avec son cœur. Ceux qui sont là pour les mauvaises raisons, ils partent très vite. Hein. Ils vont faire carrière ailleurs. Mais les gens avec qui vous serez dans l'émission, là, c'est général, c'est très fort, ces sentiments. Ça devient presque votre famille. Vous vivez ensemble, c'est des conditions dures, on mange ce qu'il y a. C'est pas toujours évident. Mais ça devient vraiment... C'est clair que c'est pas l'armée, mais c'est cette notion de frère d'armes, ou d'être... On a tellement souffert ensemble. Puis vous partagez tout. Hein. Je veux dire, si tu ronfles la nuit, si tu pètes au lit, c'est là à côté, quoi. L'autre il sait tout. Mais tu fais, c'est une équipe. Puis c'est toujours le même truc. Toi, maintenant ça va, le lendemain t'as le moral dans les godasses, après ça va mieux. Mais si tu es tout seul, c'est impossible d'être au top pendant des années. Par contre, c'est super d'avoir une aide, d'avoir un Denis, d'avoir quelqu'un. Quand moi j'aurai le cafard, c'est toi qui vas me soutenir. C'est ça, c'est vraiment, c'est ensemble qu'on y arrive. Tout seul, ouais, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, juste une dernière. Du coup, vous parlez un peu des têtes brûlées. Forcément, quand on part en première mission, on ne sait pas comment on va réagir. On peut penser qu'on va être fort ou au contraire qu'on va être faible. Enfin, quels seraient vos conseils, du coup, un petit peu, comment se préparer avant de partir ouais. Parce qu'on s'attend à cette claque, on l'attend la claque, mais d'un côté, on ne sait jamais comment elle va nous frapper. Donc, pour être sûr qu'on dure sur la durée et qu'on ne commence pas trop tôt. C'est la beauté du truc. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir quelqu'un à qui tu peux poser les questions que tu n'oserais pas poser à tes collègues ou à ton employeur. Il n'y a pas de questions bêtes. Non. Il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, il faut y aller, quoi. Toi, tu débarques là-bas. Moi, je pense qu'il y a une question qui est importante. Je pense qu'il y a une question qui est importante pour tout le monde. Peut-être qu'on vous a invité à Bioforce à vous la poser, peut-être même qu'on vous l'a posée. Alors que c'est une question intime, donc normalement, vous n'avez pas besoin d'y répondre en public, mais posez-la à vous-même. Pourquoi est-ce que vous partez? Qu'est-ce qui vous fait partir? Je peux vous rassurer, moi j'ai trouvé la réponse 3 ans après être sur le terrain. Hein. Vous avez le droit de ne pas stresser tout de suite, mais finalement, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait partir? Si vous savez à peu près ce qui vous motive, ce qui vous fait partir, je pense que ça vous aidera déjà beaucoup à savoir ce que vous allez faire. Après, pour tout ce qui est de la préparation, essayez de vous connaître vous-même au maximum. Et quand vous avez l'impression que c'est un petit peu votre limite, vous arrêtez. Tout simplement. Pas définitivement. Vous posez. C'est la même chose en sécurité. Il y a des règles sécu. Vous les respectez à la lettre. Au pied de la lettre. J'étais intransigeant sur ce domaine-là. Quelqu'un qui ne respecte pas la sécu, il n'a rien à faire sur l'émission. Rien. Par contre, si la règle sécu vous autorise quelque chose et que vous ne le sentez pas,
eh ben, vous ne le faites pas. Écoutez-vous. Voilà. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix. Si votre petite voix vous dit « t'y vas pas », t'y vas pas. Si votre petite voix vous dit « là, il y en a marre », là, il faut que je pose, eh ben, vous posez. Et normalement, si vous ne travaillez pas avec des imbéciles, et il n'y a pas que des imbéciles dans le métier quand même, je vous rassure, les gens comprendront qu'il faut prendre une petite pause. Et plus vous discuterez, on va dire, bah, comme disait Seb, hein, à l'occasion avec des collègues le soir autour d'un verre, ou sans verre d'ailleurs, c'est comme on veut, en faisant un peu de sport, en faisant simplement comme ça. Vous discutez et vous échangez vos points de vue, vous voyez votre fatigue, la fatigue de l'autre, et ça permet déjà d'en évacuer beaucoup. Et puis, si vous sentez que votre collègue est un petit peu trop fatigué, vous n'hésitez pas à lui dire gentiment. Est-ce qu'on peut faire t'aider est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait proposer un peu à lui, à personne d'autre. Je voudrais rajouter quelque chose sur la notion en effet de comment se préparer à la claque, comme tu le disais. Au-delà du fait de se poser la question de pourquoi on part, quelle est la motivation, c'est aussi de se poser la question de comment on gère son stress au quotidien, ses émotions, etc. Et quel est finalement notre mécanisme en fait de gestion de tension, de quelle que soit la manière dont ça peut se manifester, pour finalement, une fois sur le terrain, une fois avec les collègues, une fois dans le vif de l'action, avoir cette notion-là de ça me demande du recul, prendre du temps, respirer, dormir, bien manger, etc. Et donc c'est une bonne chose aussi de se poser la question avant de partir. Comment je gère mes émotions, comment je gère mon stress et de quoi je vais avoir besoin sur place pour mieux vivre au quotidien ce qui se passe. Puis dernier petit truc auquel on ne pense pas, enfin du moins j'y pensais pas au départ, moi, alors que pourtant j'ai un cadre familial qui était favorable à ça. Quand vous êtes sur le terrain, quand vous allez partir, pensez que vous allez revenir. Pensez à ce que vous allez faire quand vous allez revenir. Ayez des projets de retour. N'ayez pas l'impression que vous avez signé pour 6 mois et puis qu'au bout de 6 mois, il n'y a rien. Non, au bout de 6 mois, il y a un retour. Le retour, il se prépare avant de partir. On ne coupe pas les ponts avec les amis, on ne coupe pas les ponts avec la famille, etc. etc. Et puis, on peut avoir, je ne sais pas, quelque part un rêve, je sais pas, moi je rentre, je vais faire du jardin. Comme ça, je me vide la tête, je me fais les jambes, et enfin, j'ai ramassé un sentier en Corse. Ayez des projets de retour. Je pense que c'est très important. Du coup, j'avais aussi une question par rapport à cette fracture avec la famille, enfin cette fracture. Justement, le fait qu'ils peuvent potentiellement ne pas nous comprendre au retour, même avant de partir aussi, c'est tout ce débat de comment on en parle avec la famille pour pas le gérer forcément sur place. Donc, comment un peu gérer cette notion de avant le départ avec la famille, pendant la mission, et quand on revient, comment gérer avec eux aussi. Enfin, pour les préparer aussi, parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la formation comme nous, etc. Voilà, comment eux aussi les préparer à notre départ. C'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'il y a un effet qui est très clair. Quand on est en mission, vous avez une vision du truc. Et puis c'est souvent moins dramatique que ce qu'ils vont percevoir à la télévision. À titre d'exemple, je me rappelle que pendant longtemps, j'avais essayé de cacher à mon épouse ce qui se passait. Je disais, là, ça va couper le téléphone, donc tu t'inquiètes pas pendant 3-4 jours. En fait, il y avait une attaque rebelle qui allait arriver, puis le premier truc qu'ils font péter, c'est les moyens de communication. Donc je savais que pendant 3-4 jours, il fallait rester dans la safe room. Mais d'avoir caché les choses, ça a fait les résultats pires que d'avoir été honnête. Et souvent, il vaut mieux expliquer, de dire, oui, il y a des règles, on n'est pas des têtes brûlées, on ne va pas à la mort, on ne va pas provoquer les trucs. Si on doit rester 3 jours dans ta chambre, tu restes 3 jours dans ta chambre le temps que ça passe. Mais après, je dois dire, c'est ce que j'ai fait, je l'ai toujours dit. Et elle s'est beaucoup moins inquiétée quand elle savait que quand j'ai essayé à cacher. Et c'est vrai que ma petite phrase à moi pour les règles de sécurité, c'est qu'elles sont écrites avec du sang. C'est pour ça qu'on les respecte. Et je suis entièrement d'accord avec Denis. Les gros incidents auxquels j'étais confronté, c'est quand les gens sont crus plus malins que les règles. Ouais, mais bon, les nains des MSF, elles vont danser, on peut y aller aussi. Ouais, s'il y a une règle, si c'est marqué à 18h, il faut rester dans sa chambre et pas sortir, vous y restez dans votre chambre. On n'est pas dans des pays normaux, on n'est pas dans des contextes qui sont sûrs. Donc s'il y a une règle de sécurité qui dit
18h, vous restez. Et s'il faut faire des contacts radio toutes les 15 minutes, c'est pas toutes les demi-heures, c'est toutes les 15 minutes. C'est parce qu'il y a une très bonne raison derrière tout ça. Et ça, c'est je dirais, la première base pour rentrer en vie à la maison. Parce que c'est aussi votre premier devoir, c'est de rentrer en vie chez vous. Il y en a qui veulent mourir en martyr, mais ceux-là sont partis pour les mauvaises raisons. Vous devez rentrer à la maison. On n'envoie personne à la mort. Ça arrangera qui? Vous devez aller là-bas, vous prenez des risques. Malheureusement, ça se passe mal, quelqu'un utilise parce que c'est toute l'organisation qui fout le camp, puis au final, c'est les bénéficiaires qui en pâtissent, en plus de vous. C'est pas un jeu, c'est pas une blague, et vraiment, les règles de sécurité, je suis toujours martelé, et je rejoins vraiment Denis là-dessus, elles sont écrites avec du sang. Vous le dites là, notez là-dedans, ça ira bien. Vous avez le droit de vous les faire expliquer. Vous avez le droit d'avoir des doutes, de dire « je ne comprends pas cette règle ». On vous l'explique, plus ou moins bien, après vous la suivez. Si vous avez une suggestion sur une règle de sécu, vous avez le droit d'avoir une suggestion sur une règle de sécu. Si un jour vous êtes responsable sécu, c'est vous qui décidez. Tant que vous n'êtes pas responsable sécu, vous avez des suggestions et puis vous suivez ce qui a été décidé. De toute façon, quelqu'un qui ne respecte pas les règles de sécu, il se met en danger et il met en danger tous ses collègues qui vont aller le chercher ou la chercher. C'est quoi? Non, c'est bon, merci maman. C'est tout bon? Il n'y avait pas de questions en ligne? Moi, c'est pas vraiment une question, mais j'ai assisté à une conférence avec MSF où c'était la première fois, donc il y a 2 semaines, que j'ai entendu donc, parler des pairs. Et en sortant, j'en avais un peu discuté avec mon compagnon d'ailleurs, et je lui ai dit, c'est trop bien qu'ils le mettent en place, mais j'avais peur que ça manque d'indépendance et d'impartialité, et je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait une asso juste comme ça, avec des humanitaires, enfin des ex-humanitaires qui le fassent. Et voilà, c'est tombé, et du coup, je trouve que c'est assez rigolo, et c'est surtout super chouette que ça existe. Donc, à titre personnel, moi, je vous remercie donc, sincèrement d'exister. Voilà, et puis, juste par rapport donc, à la conférence de demain, je vais après juste zoomer pour que les gens puissent y assister aussi. Si tu veux en dire peut-être, je veux dire quelques mots de plus pour demain ou... Je peux rapidement. En fait, l'initiative de demain, c'est parti du fait de justement parler du bien-être au travail dans le secteur de l'associatif et de l'humanitaire, de la santé mentale et de comment on gère ou comment on prévient des situations d'épuisement professionnel, de burn-out, de stress post-traumatique, etc. Comment on se prépare à tout ça. Et demain, donc, on va parler plus particulièrement de l'avant-mission, donc en effet, parler de bien-être émotionnel et de santé mentale avant de partir en mission. Et donc, l'idée, donc, on sera avec Denis notamment et deux autres collègues qui ont aussi fait du terrain et qui sont aujourd'hui aussi dans l'accompagnement des humanitaires. Et l'idée, c'est plutôt d'avoir une discussion tous ensemble pour finalement, sur la base de réflexion, d'expérience, de questions, etc., qu'on puisse avoir comme un peu un guide pratique de comment se préparer mentalement, émotionnellement à partir en mission humanitaire et une fois sur place, gérer tout ce que ça implique. Et donc demain, on se retrouve donc à 19h, c'est de 19h à 20h30. Et donc j'ai mis en fait le lien d'inscription, vous pourrez le trouver sur mon compte LinkedIn en ligne, Gaëlle Figuera. Et voilà, vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain, début d'après-midi. Je vous enverrai ensuite le lien de connexion sur Zoom. Voilà. On a une question en ligne de Guy Charles Rodrigue qui nous écrit de la Côte d'Ivoire, qui demande, en cas de crise dans un pays, est-ce que vous portez uniquement secours aux agents humanitaires? En cas de crise, si on porte uniquement secours aux agents humanitaires? Oui. On s'est créé pour justement aider les collègues humanitaires parce qu'on savait que il n'y avait peut-être pas tous les dispositifs adéquats pour ça. Je ne comprends pas trop la question, c'est-à-dire si c'est pour les bénéficiaires, je comprends. C'est ça pour les bénéficiaires, c'est ça? Pour tout le monde, en fait. Ah, d'accord. Oui, en fait, nous, on est vraiment là pour les travailleurs humanitaires.
qu'ils soient staff local ou expatriés, parce qu'en fait, on fait à partir de notre propre vécu et de nos propres expériences. Je pense qu'il y a du personnel qui est formé pour prendre en charge les bénéficiaires. Et nous, en nous créant, on a voulu remplir un gap et être là pour les collègues humanitaires, si c'est la question. Après, on est des humanitaires aussi et des humains, donc on ne va pas raccrocher le téléphone. Exactement. C'est sûr. Mais ce n'est pas notre vocation et c'est probablement pas là où on est le plus efficient. Le plus efficient. Je veux dire, quelqu'un d'une communauté, nous, il va nous falloir acquérir les différences de culture, connaître la communauté, etc., avant de répondre comme il faut. Il y a probablement quelqu'un sur le terrain qui pourra le soutenir mieux que nous. Mais après, si quelqu'un téléphone, on lui répondra, bien sûr. Et on a vraiment, nous, des gens du staff local qui nous contactent aussi, parce que nos services sont gratuits. Ça, vraiment, on le dit. Les gens peuvent nous contacter, qu'ils soient sur le terrain ou quelqu'un qui revient de mission. Enfin, on est vraiment très, très disponible. Après, bon, comme je n'ai pas vu les questions, ça peut être aussi, bien entendu pour moi, et je pense que vous cautionnez aussi, c'est les humanitaires, mais si besoin est, les familles des humanitaires. Les familles, tout à fait. Les familles, les amis qui ont besoin de débriefer. On a déjà eu des familles. Moi, je ne vous cache pas que des fois, c'est sorti un petit peu du cadre. On a été approché beaucoup par les militaires, par les journalistes, parce que le stress post-traumatique touche aussi ces catégories-là. Aujourd'hui, nous, on a fait un rapprochement avec le secteur militaire, puisqu'on aimerait à terme ouvrir un bureau aussi à Lyon. Et en fait, ils sont aussi très, très sensibles à notre cause. Et les militaires étaient très surpris de voir finalement qu'il y avait moins d'encadrement chez les humanitaires que chez les militaires. Voilà, donc à terme, on a aussi plein d'autres idées, dont l'une est d'organiser une conférence internationale sur la santé mentale et le stress post-traumatique qui regrouperait 3 catégories professionnelles que sont les grands reporters, les humanitaires et les militaires. Et jusqu'à maintenant, quand on a fait la proposition, les gens ont été vraiment très, très sensibles à ça. Donc incessamment sous peu, ça devrait pouvoir se faire. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nos intervenants ont fini. On va clôturer cet événement. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Il reste 2-3 petits gâteaux. Allez, on boit un coup.